Bonjour, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans notre 4e vidéo consacrée au Haut Conseil. Et cette vidéo va se poser la question de qui fait partie du Haut Conseil. Mais c'est la suite de la vidéo précédente, la vidéo numéro 3. Donc je vous conseille de regarder la vidéo précédente avant de regarder celle-là. Et surtout, ça va beaucoup parler de la haute hiérarchie de l'armée du salut. Si vous ne connaissez pas grand-chose à cette haute hiérarchie, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo numéro 2, l'épisode numéro 2, qui explique très schématiquement et très grossièrement la haute hiérarchie, parce que si vous n'avez pas ces notions, vous allez être complètement perdu dans les notions et les fonctions dont je vais parler dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'une première grande réforme des membres du Haut Conseil qui a été d'écarter les lieutenants-colonels parce qu'ils étaient considérés comme pas assez seniors pour juger le général en place. Et cette situation a marqué le Haut Conseil pendant très longtemps, puisque donc faisait partie du Haut Conseil le chef d'état-major, les commissaires et les chefs de territoire s'ils étaient colonels depuis au moins 2 ans. Et cette situation a perduré en fait depuis 1930 jusque dans les années 90. Et il y a eu un bouleversement dans les années 90. Quel est ce bouleversement? Alors ça ne vient pas du Haut Conseil directement, mais ça vient d'une modification dans l'armée du salut qui a eu lieu sous le règne, si je me permets, du général Paul Rader et de sa femme. Paul Rader et sa femme étaient assez sensibles à la question du ministère de couple. Et il faut savoir qu'avant, quand vous aviez un couple qui était les 2 officiers, donc le mari et la femme, les 2 étaient officiers en plein, il n'y avait aucun souci là-dessus, mais d'un point de vue institutionnel, je précise, d'un point de vue institutionnel, c'était le mari qui portait le grade et la fonction pour les 2, d'accord ? Les 2 étaient officiers, les 2 étaient en uniforme, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est le mari qui portait le grade et la fonction. C'était, voilà, évidemment, c'était les répercussions d'une culture patriarcale. Dans les années 90, on a estimé que c'était injuste pour les femmes qui avaient tendance un peu à disparaître institutionnellement derrière leur mari. C'est pour ça que Paul Rader, encouragé par sa femme sur ce point, a établi le fait que les femmes auront leur grade en plein, d'accord? Et donc que les femmes de commissaires allaient devenir automatiquement commissaires, d'accord? Et si on répercute cette décision dans le Haut Conseil, comme le Haut Conseil, la Constitution dit, sont présents au Conseil tous les commissaires, automatiquement, les femmes devenaient commissaires et donc devenaient également de plein droit, elles devenaient membres du Haut Conseil. Parmi ces maris et femmes de commissaires, il y avait des chefs de territoire, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que dans les grands territoires, le chef de territoire et sa femme avaient le grade de commissaire. Vous vous souvenez aussi que je vous avais dit qu'avant, pour le chef de territoire et sa femme, il y avait un seul vote et on devait choisir qui des 2 allait voter au Haut Conseil. Mais là aussi, on a estimé que ce serait plus juste que chacun des 2 puisse avoir un vote. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi, il y a une raison historique, mais je vais simplifier. Voilà, jusque-là, c'est assez simple. Mais, évidemment, les chefs de territoire qui n'étaient pas commissaires, qui étaient simplement colonels, les femmes ont dit « mais c'est injuste, parce que si nous étions commissaires, les 2 pourraient être là. Mais puisque nous sommes simplement chefs de territoire non commissaires, la femme qui est colonel ne peut pas venir, puisque son mari est là non pas en tant que colonel, mais en tant que chef de territoire. Donc c'est injuste. » Et les voix se sont fait de plus en plus pressantes, jusque sous le général Shaw Clifton. Et Shaw Clifton a dit, on va faire une solution pragmatique, très pratique. On va dire qu'il va y avoir les chefs de territoire et également les présidentes territoriales de ministères féminins, parce que ce
c'est le titre de la femme du chef de territoire. Avec un petit bémol évidemment, enfin c'est logique, étant entendu que les deux doivent être mariés, parce que parfois la présidente territoriale des ministères féminins n'est pas la femme du chef de territoire quand le chef de territoire est célibataire. Donc pour intégrer sa femme, ben, on a mis cette petite astérix qui est assez évident. Oui, mais il y en a qui ont commencé à dire mais c'est injuste, parce qu'il y a des présidentes territoriales de ministères féminins qui ne sont pas mariées au chef de territoire. Et c'est injuste pour elles. Et ces voix sont faites de plus en plus fortes, à tel point que, si j'ai bien compris, au prochain Haut Conseil, là dans quelques jours, eh bien les présidentes territoriales de ministères féminins qui ne sont pas la femme du chef de territoire seront au Haut Conseil. Oui, mais là, moi je dis, ça commence à devenir complètement aberrant. Pourquoi ? Eh bien parce que le but à l'origine, c'était pas qu'il y ait les présidentes territoriales de ministères féminins. Le but, c'était qu'il y ait la femme du chef de territoire qui soit là. Deuxièmement, si la présidente territoriale de ministère féminin n'est pas la femme du chef de territoire, alors c'est la femme du secrétaire en chef qui, en fait, va monter pour combler le vide. Donc elle n'a pas le grade de colonel, elle a le grade de lieutenant-colonel. Donc c'est complètement aberrant. Ça veut dire qu'elle n'a techniquement pas la seniorité pour faire partie du Haut Conseil. Mais parce que le chef de territoire est célibataire, d'un coup, elle va être intégrée. Mais alors pourquoi elle est intégrée et pas les chefs de commande qui sont aussi lieutenant-colonel? Là, c'est injuste. Autre injustice. Pourquoi la présidente des ministères féminins serait là et pas les chefs les secrétaires de jeunesse territoriaux ou le secrétaire lié au social ou je ne sais pas quoi, le secrétaire de développement de la vie spirituelle d'un territoire. Pourquoi les ministères féminins auraient le droit d'être représentés et pas d'autres membres de l'état-major? Ça aussi c'est injuste. À mon avis ici, Shaw-Clifton a fait une solution un peu de facilité, a bricolé une solution mais qui à mon avis crée beaucoup plus d'injustice que vraiment résout une solution. Si vous voulez mon avis, c'est que une solution, peut-être que je laisse comme ça, aurait été de rester à la solution de 1904. C'était d'estimer que dans chaque couple de commissaires ou couple de leaders territoriaux, on n'en choisisse qu'un des deux qui va au conseil. Et oui, c'est un ministère de couple. Pourquoi il faudrait qu'il y ait deux votes? Un ministère de couple, on est censé partager beaucoup de choses, on pourrait partager un vote et choisir qui de l'homme, qui de la femme va là-bas. Après, peut-être que ça créerait des disputes dans les couples, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin voilà, voilà la situation. Simplement pour terminer, le problème de toutes ces modifications des membres fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de membres. Au dernier Haut Conseil en 2013, il y a eu 117 membres. C'est beaucoup, et c'est même beaucoup trop, on estime. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de discussions dans les hautes sphères pour savoir comment réduire le nombre, parce que c'est trop pour faire des élections, il y a trop de monde. Et là, entre nous, je peux vous dire que les discussions sont magiques, parce qu'évidemment, chacun estime que sa présence est indispensable au Conseil. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Prochaine vidéo, on va aller dans le cœur du sujet. Comment se passe un Haut Conseil? Mais d'ici là, restez sang et feu.